coup, pour la troisième et dernière intervention sur les conditions de confinement, on est avec deux membres de l'association Lorelai, Idaline et Anne. Est-ce que vous me recevez? Oui, bonjour. Super, salut. Salut. Merci beaucoup d'être là. Du coup, rapidement, Idaline, tu es formatrice et Anne, toi, tu es bénévole dans l'association Lorelai, qui est une association d'autodéfense et de lutte contre le sexisme qui existe à la fois à Paris et à Montpellier et qui a été fondée en 2016. Du coup, peut-être que vous voulez d'abord présenter un petit peu l'association, le public que vous visez, les méthodes peut-être que vous utilisez dans votre asso pour informer aussi un peu les gens là-dessus qui vous connaîtraient pas. Ok, je vais commencer du coup pour compléter ce qui a déjà été dit. Alors, le public, on va dire qu'on travaille avec tout le monde, sauf avec des hommes cis hétérosexuels. Du coup, on travaille essentiellement avec des femmes cis et trans, mais on bosse aussi avec des petites filles, des ados. On a fait des stages qui étaient plutôt orientés pour des lesbiennes. On a des stages qui sont non mixité sans mexisme, donc qui sont aussi ouverts à des mecs trans et à des personnes non binaires. Ça, c'est pour le public. Au niveau des formats, ce qu'on propose, on fait des stages de 2 jours, des stages de base, des journées thématiques, des ateliers de renforcement pour les gens qui ont déjà fait l'autodéfense féministe, parfois des ateliers découvertes. Et au niveau de la méthode, pour faire assez court, nous, on utilise ce qu'on appelle la méthode Garance. C'est une méthode qui a commencé à voir le jour dans les années 70, qui depuis a énormément évolué. Elle a été mise en place face au constat que des femmes qui étaient ceintures noires dans des sports de combat, qui avaient beaucoup de connaissances, en tout cas en baston, j'ai envie de dire, en défense physique, dans certains cas, n'arrivaient pas à mettre en place ce qu'elles savaient faire pour se défendre. Et le plus souvent, c'était dans les cadres de violence conjugale. Donc là, il y avait quelque chose là de l'ordre de l'émotionnel qui faisait que c'était de l'ordre de l'impossible. Et face à ce constat, ce qui a été fait par rapport à cette méthode, c'est aussi le cas en fait de toutes les méthodes féministes. Hein. C'est que oui, ok, il y a du physique, mais avant d'avoir du physique, il y a de l'autodéfense verbale. Les 3/4 du temps, en fait, on va pas se défendre physiquement. Il y a beaucoup de situations où le verbal suffit, que ce soit en famille, mais au travail, dans la rue, etc. Et puis, il y a de l'autodéfense, on va dire plus mentale. L'autodéfense mentale, c'est l'idée, c'est faire sauter des verrous, en fait. C'est partir du principe que j'ai le droit de me défendre. Et ça, en fait, c'est pas évident de se le dire ni tout le temps, ni face à n'importe qui. Et de l'autodéfense émotionnelle. Là, c'est très, très large, l'autodéfense émotionnelle. Mais de manière générale, c'est de faire tout pour que la peur ou la colère soient pas des choses qui me figent, mais plutôt des choses qui me permettent de me défendre. Me défendre, ça peut aussi vouloir dire ne rien faire, mais si je ne fais rien, c'est parce que j'ai fait un choix de rien faire. C'est pas parce que je suis figée dans un cas comme ça. Anne, est-ce que tu veux compléter ? Ouais, je veux bien compléter sur le fait que, en tant que bénévole de l'association et de participante, ce dont je peux témoigner personnellement, et aussi qu'on constate en fait dans les témoignages des personnes qui ont fait nos stages, c'est qu'en fait l'autodéfense féministe, elle sert de déclencheur à 3 choses en fait. D'une part, il y a la prise de conscience de la systémicité des violences qu'on subit, puisque forcément quand on est en non-mixité entre femmes et minorités de genre et qu'on s'aperçoit qu'en fait on vit toutes et tous les mêmes violences, on s'aperçoit que déjà on n'est pas seul et que du coup c'est bien d'être ensemble pour apprendre à se défendre. Ensuite, du coup, il y a un effet d'empowerment puisqu'on voit en fait avec les témoignages des personnes autour de nous qu'il y a des moyens de se défendre, que c'est possible. Et enfin, ça donne la légitimité pour le faire puisqu'en fait on s'aperçoit que ce qu'on vit, c'est pas juste une attaque individuelle, personnelle,
mais que c'est vraiment un problème et que donc on a la légitimité pour se défendre. Donc, en fait, tout ça, ça permet un passage à l'action et on le voit bien parce que, enfin, récemment, on a lancé sur Instagram, des publications quotidiennes où on demandait aux personnes qui avaient fait nos stages de nous raconter leur, récit de succès d'autodéfense et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, ces personnes, elles allaient pas tant mettre, en œuvre exactement les méthodes apprises. Je pense par exemple à l'autodéfense verbale. Elles allaient pas les mettre en œuvre strictement, mot pour mot, mais par contre, à chaque fois, ce dont elles témoignaient, c'est que c'est vraiment en ayant fait nos stages qu'elles avaient, acquis en fait la conscience et la confiance pour vraiment se défendre. Et donc, par exemple, je pense à un récit d'une personne qui nous racontait qu'elle se faisait beaucoup en fait chambrée par ses amis parce qu'elle était végétarienne, mais en fait, à force d'être chambrée encore et encore, bah, elle s'apercevait que qu'elle en pouvait plus, qu'en fait, elle le vivait comme une agression. Et en fin de compte, elle a fini par réussir à dire, en fait, ça me va pas, cette situation ne me convient pas. Et elle me disait que c'était grâce à l'autodéfense qu'elle avait pu le faire. Donc, je pense qu'en situation de confinement, c'est plein de petites situations comme ça. Je pense aux gens qui sont confinés avec leur famille ou avec des gens tout simplement qu'ils n'ont pas choisis. Et il y a plein de petites situations comme ça où, en fait, on se laisse déborder émotionnellement jour après jour. Et puis, à un moment donné, bah, ça fait l'effet cocotte minute qu'on connaît bien. Merci pour cette présentation qui est super intéressante. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, qu'est-ce que enfin, on sait que le confinement, du coup, ça exacerbe un certain nombre de choses qui existent déjà. On sait que ça crée des situations aussi qui sont plus violentes, qui sont plus difficiles. Du coup, comment est-ce que vous décririez ce que fait le confinement, ce qu'apporte en plus en négatif hein, le confinement, et puis comment est-ce que l'autodéfense du coup peut apporter des réponses, peut apporter des aides, peut apporter des outils du coup davantage par rapport à ce que vous faites et à la méthode Garance que vous mettez en place. Ouais, bah, c'est vraiment les mots qu'Anne a utilisés tout à l'heure, c'est l'effet cocotte minute. C'est le couvercle, le confinement, c'est le couvercle sur la cocotte minute. Ça a été beaucoup dit pour les inégalités. Ça a aussi été évoqué par rapport aux violences. Donc concrètement, ce que ça change, c'est que bon, déjà, il y a une source de stress et d'angoisse supplémentaire pour tout le monde. Et ensuite, il y a une sorte de disparition de ce qu'on peut appeler les sas de décompression. C'est-à-dire que je pense que c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas uniquement pour les personnes qui subissent des violences au quotidien ou habituellement ou régulièrement. Mais là, en fait, bah, pour les 3/4, enfin pour beaucoup de personnes, on sort pas de chez nous. Pour d'autres personnes, il y a le travail à l'extérieur, mais le reste des sorties est limité aussi. Et du coup, il n'y a pas de moment pour respirer, en fait. Du coup, ça veut dire que tous les moments où, par exemple, je pouvais décider de sortir de chez moi parce que je commençais à me rendre compte que quelque chose ne me convenait pas, je suis obligée d'y rester. Du coup, je peux pas aller faire un tour, me calmer, ou je peux le faire, mais de manière limitée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, je peux pas trop aller voir mes amis ou je peux pas aller les voir. Je peux pas aller voir des soutiens, etc. Et puis, les autres temps, là, tout à l'heure, il y a des personnes qui ont parlé de l'école à la maison. Bah, là, c'est pareil pour les enfants, en fait, qui vivent des violences à la maison. L'école est plus un refuge. Il y a aussi ça qui est une réalité qui est peut-être parfois oubliée, en fait. Les moments de sport pour les personnes qui font du sport, toutes les activités que les gens ont, c'est des sas de décompression par rapport aux violences qui sont subies dans nos lieux de vie. Et là, ils n'existent plus. Autre chose, c'est la limitation des ressources pour demander de l'aide, pour avoir du soutien. Il y a un éloignement de la famille, il y a un éloignement des amis. Il y a une rupture, donc là, je parlais de l'école ou des lieux de travail parfois ou des lieux de sport comme des sas de décompression, mais c'est aussi des endroits où certaines personnes arrivent à certains moments à demander de l'aide. Là, ces endroits, pour beaucoup de personnes, on n'y a plus accès.
Et pour les structures qui existent déjà pour appeler de l'aide, donc comme par exemple le 3919 pour les violences qui sont faites envers les femmes dans le domaine des couples, ou le 119 pour les enfants. En fait, si je suis confinée avec une personne violente, c'est quasiment impossible d'appeler. Les personnes, les écoutantes du 3919 disent que les moyennes d'appels, des appels qu'elles reçoivent, le temps est beaucoup plus court, et elles se retrouvent avec des personnes qui profitent par exemple d'un trajet en voiture pour appeler, ou de personnes qui sont au fond du jardin. Donc ça veut dire aussi que si à un moment je sais plus quoi faire, j'ai envie de réagir et je me dis que je vais appeler un numéro comme ça pour avoir de l'aide, et ben même le temps en fait d'appel il est limité, donc les ressources auxquelles je vais avoir accès, les conseils, ils vont aussi être limités. Anne? Non, je pense que tu as tout dit sur les situations de confinement. Après, je pense que ce qu'on peut compléter, nous, c'est aussi avec l'expérience qu'on a de l'autodéfense féministe, comment on adapte les outils. J'imagine que Karine, c'était peut-être ta prochaine question, mais comment on adapte les outils de l'autodéfense féministe aux situations de confinement. Récemment, dans un stage d'autodéfense verbale, Idaline nous a transmis les différents types d'agressions auxquelles on peut être confronté. Donc, il y en a de plein de types, l'agression instrumentale pour obtenir quelque chose, l'agression d'accumulation. Ça, c'est quand une personne en fait explose parce qu'elle a accumulé plein de petites contrariétés ou de grosses contrariétés qui peuvent être liées à la personne qui est agressée ou pas. Des fois, elles sont pas du tout liées à ça. Des fois, elles sont liées à de multiples conditions de vie. Donc, c'est vraiment typique dans le cas du confinement où il y a plein de choses qui peuvent nous taper sur le système et à un moment donné, la personne explose et on est face à une agression d'accumulation. Mais il y a évidemment aussi les agressions de pouvoir qui sont extrêmement fortes dans le cas des violences conjugales et des violences intrafamiliales. Donc, c'est des agressions en fait dans lesquelles il n'y a pas de symétrie entre la personne qui est agressée et la personne qui agresse, parce qu'elles sont dans des relations de pouvoir qui sont structurelles, donc parents, enfants, frères, sœurs, mari et femme, conjoint, conjointe, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe avec le confinement, c'est que, comme l'a dit Daline, il y a plein de ressources qu'on ne peut pas utiliser classiquement, et notamment la réaction classique qu'on va conseiller chez Lorelai en cas d'agression de pouvoir. Ça va être soit la fuite pour faire cesser immédiatement l'agression, donc là qui est évidemment réduite, voire impossible. Soit la confrontation, donc avec des méthodes verbales qui permettent en fait de poser ses limites pour éviter que l'agression ne se reproduise. Cependant, évidemment, avec le confinement, ça peut générer des situations desquelles on ne peut pas sortir. C'est-à-dire que si on fait une confrontation, mais que ça occasionne des violences, on peut se retrouver coincé. Donc, on va plutôt conseiller la méthode qui s'appelle la désescalade, et que d'habitude, on ne conseille que pour les agressions d'accumulation. Le but, c'est en fait de faire baisser la pression. Donc, en fait, ça va être une méthode qui consiste à faire du care, tout simplement, c'est-à-dire à écouter et essayer de répondre aux besoins de la personne. Donc, par exemple, lui proposer un verre d'eau, l'écouter, ce genre de choses. Mais simplement, si d'habitude on les conseille pas on les conseille uniquement pour les agressions d'accumulation et pas les agressions de pouvoir, c'est parce que dans le cas des agressions de pouvoir, eh bien, en fait, elles donnent du pouvoir à la personne qui agresse. Donc, habituellement, on les conseille pas, mais simplement en situation de confinement, ça peut être une des réponses. Je sais pas par quoi tu compléterais, Idaline. Après, il y a des petites choses, disons, qui peuvent aider en amont. En fait, si je suis consciente d'être confinée avec des personnes qui font des violences sur moi, ou même si j'en suis pas consciente, ou si j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, je peux quand même préparer des choses comme des attestations imprimées ou rédigées à la main, ma carte d'identité si j'en ai une, les trucs importants, enfin avoir tous ces trucs, un stylo pour remplir l'attestation si je m'en vais.
avoir en fait les trucs de première nécessité quelque part, où si vraiment il y a un problème, je peux les attraper facilement et je peux partir avec. Essayer de m'arranger si j'ai un téléphone pour qu'il soit toujours chargé aussi. Comme ça, une fois dehors, je peux appeler de l'aide. Ça, c'est un premier truc qui peut être intéressant. Je peux aussi préparer, c'est-à-dire préparer une sorte de fuite en essayant de voir si j'ai un entourage familial ou si j'ai des amis. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à m'accueillir en cas de problème, si ça va plus chez moi ou si ça va plus là où je suis confinée. Je peux aussi, si j'ai l'occasion de croiser des voisins, leur dire que s'ils entendent des cris, des choses chez moi, je les autorise à intervenir. Ou si je suis OK avec ça, que je les autorise à appeler la police pour avoir de l'aide plus rapidement, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres choses auxquelles on avait pensé? Parce qu'on a essayé de combiner un petit peu tous ces trucs-là, qui sont autres que le fait de donner raison à l'agresseur pour le faire redescendre ou de gagner du temps. Là, j'ai un petit peu... Je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup d'autres choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est les trucs qui sont importants de garder en tête et qui sont rarement dits, c'est que fuir, c'est courageux. Et fuir, c'est une très bonne technique d'autodéfense. C'est juste ne plus être là où il y a le danger. Donc, si je peux fuir, bah, c'est important de le faire. Et puis, peut-être que si la personne dangereuse ou qui m'agresse est encore dans le lieu de vie, et ben, c'est quelque chose qui pourra se voir dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a moyen de faire partir cette personne, par exemple? Et essayer de vraiment garder à l'esprit que, en fait, la personne la plus importante pour moi, ça doit être moi et que j'ai le droit de me défendre. Ça, c'est des choses qu'on peut essayer de se répéter et qui sont vraiment importantes, encore plus importantes maintenant. Encore plus importantes à se répéter si je suis dans un cas où il y a une personne violente confinée avec moi et que du coup, je me sens obligée, pour calmer le jeu, d'ignorer les petites phrases blessantes, d'ignorer les insultes, de lui donner raison, etc., pour éviter d'avoir des violences plus graves. Oui, je pense que ce qu'on peut ajouter, c'est aussi qu'en fait, pour les personnes qui sont dans ce genre de situation et même si elles ont l'impression qu'en fait, ça va être exceptionnel, que ça arrive à un niveau vraiment explosif où elles doivent absolument partir, éventuellement définitivement, je pense qu'il faut l'envisager. C'est-à-dire, il faut se dire: «Bah, c'est comme une assurance, qu'est-ce que je fais si la situation dégénère?» Même si j'ai l'impression qu'elle va pas dégénérer, que j'ai les choses sous contrôle, mais souvent, c'est quand on croit avoir les choses sous contrôle qu'en fait, enfin, des fois, on croit avoir les choses sous contrôle et on s'aperçoit qu'en fait, on les avait pas du tout sous contrôle. Bah, justement parce que soi-même, on avait accumulé, accumulé, accumulé. Donc, ça peut être avec la problématique d'un conjoint violent, mais ça peut être aussi en famille. Et donc, je pense que ce qu'il faut toujours, c'est avoir un endroit de repli. Donc, je pense prévoir un plan. Si je dois partir en urgence, est-ce que j'ai des choses préparées? Ça, on l'a dit, mais aussi, est-ce que j'ai un endroit de repli? Éventuellement, un ou une amie qui n'habite pas loin ou quelqu'un qui peut m'accueillir, quitte à faire une attestation où c'est marqué qu'on va prendre soin d'un membre vulnérable de la famille pour avoir à justifier son déplacement. Voilà, je pense qu'il faut prévoir une situation, enfin prévoir des outils en fait pour fuir efficacement. Et j'ai une dernière chose peut-être à ajouter, c'est en fait, on a quand même beaucoup, beaucoup d'images qui nous font penser que si on est une femme, si on est une meuf, et c'est valable aussi pour plein d'autres personnes qui sont pas en fait des hommes cis hétéros, on n'est pas capable de se défendre physiquement. Et en fait, si j'en ai besoin, j'ai le droit de me défendre physiquement, j'ai le droit de faire mal à l'autre. Et enfin, là, j'en parlais avec Anne tout à l'heure, il y a pas longtemps, j'ai regardé un film où il y a 2 meufs qui sont agressées par un mec et en fait, elles se défendent très, très bien et il y a un moment, il y a quand même une des meufs qui lui met un coup de poing en pleine tête. Le mec, il met un coup de poing
à chacune des femmes et elles se retrouvent par terre avec le nez en sang et elles peuvent plus réagir, elles sont à moitié assommées. Lui, avec un coup de poing, il a rien du tout. Ça, c'est le genre de modèle qu'on a en permanence à l'écran et qui font que beaucoup de personnes sont persuadées qu'elles n'arriveront pas à se défendre, que les agresseurs sont en fait, c'est des sortes de monstres de films d'horreur qui se relèvent 40 fois et en fait, c'est faux. Ce type-là, avec le coup de poing, en vrai, il serait resté par terre et il n'aurait même pas eu le temps de leur mettre des coups de poing. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là de non seulement j'ai le droit de me défendre, mais aussi j'en suis sûrement capable, quoi. Sur l'école et la question de la télé pour les enfants, moi je voudrais bien juste rajouter un truc s'il y a le temps, vite fait. Nous, on a décidé de donner des ateliers de renforcement en autodéfense, donc pour les adultes. Et le premier thème qu'on a fait plusieurs fois, c'est autodéfense émotionnelle. Et plusieurs fois est revenue la question pour les personnes qui télétravaillaient ou pour des étudiantes d'université qui du coup devaient bosser. En fait, il y a un truc où il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent plus. Et ça, c'était le cas dès le début du confinement, en fait, au bout de quelques jours. Et parce que c'est du stress, parce que c'est angoissant. Et en fait, il y a eu tout un truc de réflexion autour en vrai, c'est hyper dur, c'est pas du temps de base qui est libéré. Oui, il y a un truc où il y a des listes et des kilomètres de listes sur Internet de comment est-ce qu'on pourrait être productive en confinement, trop bien. Mais en fait, c'est juste quasiment impossible pour beaucoup de personnes et ça dépend aussi de notre cadre de confinement. En fait, c'est pareil pour les enfants. Faire comme si l'école à la maison en période de confinement, c'était comme si c'était de l'école tout court ou de l'école à la maison pas en confinement, c'est pas vrai. Les enfants aussi, en fait, sont stressés. Et du coup, moi, j'ai pas d'enfants, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est cool de les laisser devant la télé, c'est cool de les laisser faire les jeux qu'ils ont envie, c'est cool de les laisser respirer. Et s'ils arrivent à prendre soin d'eux en rigolant, etc., tant mieux, quoi. Mais faut arrêter de foutre la pression à tout le monde et demander à tout le monde d'être productif, quoi.